Ah oui, c'est ça. On avait fait la mécanique dans les référentiels non galiléens. Donc je vous rappelle essentiellement le résultat, c'est que la relation fondamentale de la dynamique reste pertinente, applicable donc, à condition d'ajouter aux forces standards, c'est-à-dire les forces physiques qui s'exercent entre les corps, des forces d'inertie. Et on avait vu la force d'inertie d'entraînement et la force de Coriolis. C'est juste un découpage des forces d'inertie qui apparaissent donc dans les référentiels non galiléens en une composante qui ne dépend pas de la vitesse, qui est donc juste liée au mouvement du référentiel lui-même, et une composante qui dépend de la vitesse, qui est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Donc ça, c'est moins m AC ou AC l'accélération de Coriolis qu'on avait calculé hier. Et ce qui se trouve, donc ça fait moins 2m oméga vectoriel la vitesse. Alors je mets V', c'est de la vitesse du corps. Je pourrais l'appeler V ici, puisque si on est dans le référentiel en mouvement, le référentiel non galiléen, V c'est la vitesse dans ce référentiel-là. Donc c'est la vitesse dans le référentiel dans lequel on travaille. Et puis pour cette force d'inertie, il y avait une expression un peu compliquée, avec il y a bien sûr l'accélération d'entraînement du... alors c'était un AO', donc l'accélération de l'origine du repère associé à ce référentiel, plus des termes qui vont dépendre de la rotation du référentiel. Alors il y avait un dω sur dt vectoriel O'M, c'était ça, qui est lié au fait que l'accélération du référentiel peut... Enfin, pardon, la vitesse angulaire du référentiel peut elle-même être, dépendre du temps. Donc, soit en direction, oméga peut changer de direction, soit même si vous êtes en rotation autour d'un axe fixe, cette rotation peut s'accélérer ou se ralentir. Donc, ça fait un effet sur la description cinématique des corps. Et puis, il y avait cet autre terme important, pardon, ça c'est pour l'accélération d'entraînement. Il y avait le terme, donc, oméga vectoriel O'M, si je ne m'abuse. Et ça, c'est ce qui correspondait à la force centrifuge. Donc, la force d'inertie d'entraînement, c'est simplement moins m à E. On avait vu comment l'obtenir, enfin, c'est totalement trivial. Une fois qu'on a écrit A égale A' plus accélération d'entraînement plus accélération de Coriolis, donc ce qu'on avait fait explicitement la dernière fois, ceci en dérive de façon évidente. Bien. Alors on avait traité l'exemple d'un référentiel non galiléen sans rotation, avec juste un terme d'accélération. On avait vu que comme cette accélération est la même pour tous les points, elle pouvait s'assimiler à un champ de pesanteur en fait, et donc suivant la direction de cette accélération uniforme dans tout le référentiel, on pouvait soit annuler le poids, c'est le référentiel en chute libre, soit le doubler, soit changer sa direction. Bref, on a fait quelques exercices à ce propos. Et puis on avait pris l'autre cas, le cas où oméga, il n'y a pas d'accélération de l'origine du repère, c'est une rotation pure, et en plus on avait demandé que oméga soit constante, et on avait écrit l'expression de la force centrifuge, que je vous avais demandé d'apprendre par cœur. C'est rare. Et donc, vous allez tout de suite me dire ce que ça vaut, la force centrifuge. Je vais l'appeler force d'entraînement. Bien. M oméga 2 HM. Super. Je suis heureux. Voilà. Alors, on a fait... Ah oui, justement. Alors, on a fait le fameux exercice. On avait fait peut-être un ou deux, je ne sais plus. Et, enfin, je dis le fameux exercice. On s'était intéressé au mouvement d'un corps comme ça qui était libre de tourner. En fait, on fait tourner autour d'un axe comme ceci, une tige, puis là il y avait un fil, une espèce de pendule en fait, enfin un pendule articulé avec une masse m ici, une longueur m, et puis donc en le faisant tourner sur lui-même, voilà, comme ça, on avait vu donc qu'on pouvait avoir un équilibre avec un certain angle.
un certain angle et on s'était placé dans le référentiel tournant pour résoudre le problème en demandant qu'il y ait une condition d'équilibre. Et on était tombé sur cette merveille que je n'avais pas vue avant, que en fait, évidemment, il y a une vitesse, enfin je dis évidemment après coup, c'est évident, il y a une vitesse minimale à laquelle il faut tourner pour que le système puisse être à l'équilibre. On avait vu que c'était justement la vitesse angulaire qui correspond à la pulsation des petites oscillations. C'était très beau, etc. Alors, on va continuer un tout petit peu ceci en traitant... Alors, oui, en appliquant ça à un cas évident, bien sûr, qui est le cas du champ de pesanteur sur la Terre. Vous savez bien sûr que la Terre tourne sur elle-même. Et par conséquent, en plus, dans le référentiel terrestre, celui-là par exemple, en plus de la force de gravitation, donc on est, nous, je sais pas, on va se mettre à Paris. Paris, c'est quoi? C'est lambda égale 49 degrés à peu près, hein, de latitude, donc on est quelque part par là. Si voilà, j'ai un pendule, donc ce corps est soumis à son poids, et donc la position d'équilibre correspond à une orientation qu'on appelle verticale, enfin c'est la définition de la verticale. Le corps étant soumis à son poids, il y a une force, la force de gravitation, qui est dirigée vers le centre de la Terre. Ça c'est la force de gravitation. Alors vers le centre de la Terre, en supposant que la Terre est sphérique, on peut montrer que ça, bon, c'est une chose, je crois que j'ai dit rapidement une fois. On reverra ça quand on fera de l'électromagnétisme, parce qu'il y a une analogie complète. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé quand même, enfin j'espère, que quand vous avez un corps ici, la Lune ou n'importe quoi, ou nous, voilà, on est dans le champ d'attraction gravitationnelle de la Terre, ici la Terre. En fait, on ne subit pas une force. On subit une infinité de forces de la part de l'infinité de masse et de points matériels constituant la Terre. Ce corps-là est attiré par ce point-là comme ça. Il est attiré par ce point-là rouge par là. Il est attiré par ce point bleu-là comme ça, moins fort parce que c'est une plus grande distance. Et puis il est attiré par ce point violet, plus fort, parce qu'il est plus près. La force est en 1 sur R2, enfin bref. Donc en fait, un corps dans le champ de pesanteur, enfin dans le champ d'attraction gravitationnelle de la Terre, n'est pas soumis à une force, mais à autant de forces qu'il y a de points matériels, dans la description de Newton, dans la Terre. Et ces forces sont toutes des intensités et des directions différentes. Il se trouve, on peut le montrer très facilement, je pourrais le faire là, mais je ne veux pas prendre du temps là, on le fera quand on fera le théorème de Gauss en électromagnétisme. On peut montrer que la somme de toutes ces forces, c'est très exactement la même que s'il y avait une seule masse en un seul point, ici, au centre de masse, en G, le centre de la Terre, et que, enfin, c'est la même force que s'il y avait toute la masse en ce point-là, à condition qu'on ait une symétrie sphérique. Donc, dans le cas de la symétrie sphérique, on peut montrer très facilement qu'en fait, l'ensemble de ces forces se ramène à une force unique qui vaut F gravitationnelle, qui normalement donc est la somme des F gravitationnelles produites par la particule I sur toutes les particules, et c'est simplement moins G, la masse de la Terre, la masse du corps, sur laquelle s'applique cette force, divisé par, alors R2, suivant le vecteur UR, où R est la distance entre le centre et la particule. R, c'est norme de GR. Et UR, c'est celui-là. Bien. Bon, j'en profitais pour rappeler ça. Donc, ici, un corps dans le champ de pesanteur de la Terre est soumis à cette attraction gravitationnelle qui, dans l'approximation où la Terre est sphérique, pas besoin d'être homogène, a besoin d'être à symétrie sphérique, en fait, peut se ramener à une seule force, donc dirigée vers le centre de la Terre. Mais en plus de ça, comme la Terre tourne sur elle-même, je représente ici l'axe des pôles, eh bien, il y a une force centrifuge. Si on est dans le référentiel terrestre, c'est un référentiel non galiléen, il y a une force centrifuge qui
donc, s'éloigne du centre de rotation de ce point-là, enfin, elle est axifuge, comme je l'ai dit hier. Donc ici, on a la force d'entraînement qui vaut donc m oméga 2 hm. M oméga 2, alors si là, il y a la distance R, ici, la distance au centre de la Terre, ici, on a une distance qui vaut donc R fois, c'est celle-ci, donc c'est cos θ, cos lambda, pardon. D'accord? Donc R cos lambda rho, avec le rho des coordonnées cylindriques. Bon, enfin, peu importe, hein, cette direction-là. Je vais rester dans ce plan, de toute façon. Je suis dans le référentiel tournant, donc un point du référentiel ici de la salle, par exemple, quand il est immobile, il est en fait en train de tourner autour de l'axe d'épaule de la Terre. Donc on a cette force plus celle-là, et donc, en fait, la résultante des forces sur un corps suspendu au bout d'une ficelle, un pendule, vraiment, c'est ça qui définit la verticale, hein, le fil à plomb. Voilà. Vous avez un champ de pesanteur comme ça, mais en fait, ce champ de pesanteur, ce n'est pas lié uniquement à la force de gravitation, mais à la force de gravitation plus cette accélération. On a vu hier, hein, que quand vous avez une accélération, voilà, la force d'entraînement peut être amenée à un champ de gravitation locale, si on ne prend pas en compte la vitesse, hein, donc c'est simplement au repos. Donc finalement, la résultante de ces forces, c'est l'un plus l'autre. C'est ça, le vrai champ G, le vrai champ de pesanteur. Quand on dit qu'on a un poids qui vaut mg, le vrai G, c'est pas la force de gravitation, mais la force de gravitation plus la force d'inertie d'entraînement. Bon, on peut faire les calculs, on a les valeurs, voilà une force, la norme de l'une, la norme de l'autre, faites la somme vectorielle, bref. Juste, j'en reste à l'aspect qualitatif. Donc vous voyez qu'en fait, le fil à plomb, c'est-à-dire à l'équilibre, ce qui indique la verticale, n'est pas dirigé vers le centre de la Terre, mais un peu à côté. Ici, évidemment, la force d'entraînement serait comme ça, et donc on ne vise pas le centre de la Terre, on vise ailleurs. Et évidemment, si vous êtes au niveau de l'équateur, par exemple, en fait, vous avez donc la force de gravitation qui vous tire vers le centre de la Terre, et vous avez la force centrifuge qui vous repousse. Alors, si vous faites le calcul, ça ne dépend pas de la masse, hein, le rapport des deux. Si vous faites le calcul, vous allez voir évidemment que la force d'entraînement est beaucoup plus faible que la force de gravitation à la surface de la Terre. Mais ce n'est pas le cas à toutes les altitudes, puisque cette force d'entraînement est proportionnelle au rayon, elle croît avec le rayon, tandis que la force de gravitation décroît avec le rayon. Donc si on représente en fonction du rayon, alors d'une part, je vais mettre en vert la force de gravitation. Non, elle était en rouge sur mon dessin, je vais garder la cohérence. La force de gravitation en rouge, celle-ci, elle décroît. Bon, alors ça démarre au rayon de la Terre, en fait. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Elle décroît en 1 sur R2, cette force. Voilà. Si la Terre est homogène, ce serait comme ça, mais je ne veux pas rentrer dans ce détail-là pour l'instant. Oubliez la partie à l'intérieur de la Terre. 1 sur R2 ici, la force de gravitation. Par contre, la force centrifuge, celle-ci, à une latitude donnée, est simplement proportionnelle à R. Et donc, c'est une droite ici, proportionnelle à donc la force. Alors, je la représente donc en vert maintenant. La force centrifuge, la force d'entraînement. Bon, centrifuge, on est dans un cas oméga égale constant. C'est quelque chose qui est proportionnel à R. Voilà.
on voit qu'il y a un certain rayon ici, R0, où la force centrifuge est égale à la force de gravitation. Pour un oméga donné. La pente de cette droite dépend de la latitude et de la vitesse de rotation. Mais en tout cas, il y a un endroit où on a la même valeur en norme pour les deux forces. Et donc, si les directions sont opposées, ce qui est le cas, ce qui peut être le cas à l'équateur, donc on revient à ce qu'on avait dit l'autre fois sur les satellites géostationnaires. Si vous avez un corps ici qui a la bonne distance pour que sa force de gravitation vers le centre de la Terre et sa force centrifuge, force d'entraînement, vers l'extérieur soit égale, eh bien vous posez le corps là, il va y rester dans le référentiel tournant. Et vous voyez d'ailleurs tout de suite que si on n'est pas au-dessus d'un point de l'équateur, si on est là, la force de gravitation elle sera toujours vers le centre de la Terre, la force centrifuge elle sera toujours à l'opposé de l'axe, enfin dans la direction qui fuit l'axe. Vous ne pourrez jamais avoir d'équilibre. Il n'y a que au-dessus des points de l'équateur qu'on peut avoir un satellite géostationnaire. Bref, on avait déjà commenté ça. Voilà, donc qualitativement, vous pesez moins lourd à l'équateur. Okay. Alors pour vous rappeler de ça aussi, j'aime bien cette illustration. Vous savez que la source du Mississippi se trouve plus loin, se trouve plus près du centre de la Terre que son embouchure. C'est assez fascinant la première fois, mais en fait, c'est pas si intéressant que ça. Mais c'est quand même, ouais, c'est quand même marrant. Voilà la Terre. Voilà les États-Unis, d'accord. Le Mississippi prend sa source à haute latitude et puis il coule grosso modo vers le sud, donc il se rapproche de l'équateur. Eh bien, il se trouve que sa source, alors si je le mets de profil comme là, je vais refaire le dessin là, oui, ça on n'a plus besoin. En fait, la Terre, si on exagère, la Terre n'est pas sphérique précisément à cause de cette force centrifuge. Alors ce qu'on appelle le géoïde, c'est-à-dire la forme de la Terre, a été, la mesure du géoïde a été un épisode important de l'histoire des sciences. C'est une moyenne. Pardon ? C'est une moyenne. Oui, c'est une moyenne, bien sûr, parce que c'est solide, donc c'est pas. Si c'était purement liquide et qu'il n'y avait pas d'autre influence, parce qu'en plus il y a les marées et tout, vous prenez. Ce qu'on appelle le géoïde, c'est l'attitude moyenne sur Terre, c'est pas ça ? Oui. Si vous voulez, si la Terre, comment dire, si la Terre était liquide et qu'elle tournait, donc vous prenez un liquide autogravitant, pas d'autre action, pas de force de marée, pas de ça. Hein, vous le faites tourner sur lui-même, il va prendre une certaine forme qui va simplement. Alors, quelle va être cette forme ? Bien, ça va être une équipotentielle dans le champ de gravitation, d'autogravitation, et il y a une énergie potentielle associée à la force centrifuge. Ah oui, je l'ai évoqué ça la dernière fois. Tiens, on va le faire. On va la calculer, cette énergie potentielle. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que le Mississippi part d'ici, quelque part là, et puis il coule, et il vient se jeter dans la mer plus près de l'équateur. Eh bien, cette distance-là est plus courte que celle-là. Si on comprenait pas qu'il y a une force d'inertie d'entraînement, une force centrifuge, ceci signifierait que l'eau remonte, puisqu'on s'éloigne du centre de la Terre. Mais en fait, donc ça veut dire, on peut dire en quelque sorte que les eaux du fleuve sont poussées par la force centrifuge. C'est la force centrifuge qui fait couler le fleuve, parce qu'en fait, la gravitation retient au contraire
La gravitation ferait couler le fleuve dans l'autre sens, en vérité. C'est rigolo. Bon. Bref, c'était une remarque en passant. Donc j'ai dit quoi? Oui, j'ai dit qu'on allait essayer de calculer l'énergie potentielle, ouais, c'est une bonne chose ça. Ok, let's go. Donc, vous vous rappelez, dans la mesure, je l'ai dit hier, mais je le répète, dans la mesure où on a cette relation qui reste vraie dans un référentiel non galiléen, à condition d'ajouter les forces d'inertie, mais soit c'est des forces comme les autres, tout ce qui dérive de cette équation, c'est-à-dire en fait tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, reste vrai dans les référentiels non galiléens. En particulier, le théorème de l'énergie cinétique, la conservation de l'énergie pour un système isolé, le théorème du moment cinétique, enfin tout ce qu'on a vu qui dérive de ça, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu, reste vrai et en particulier donc on a la variation de l'énergie cinétique d'un système quelconque qui est égale à la somme des travaux élémentaires des forces. La variation infinitésimale de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux infinitésimaux des forces. On a vu que la force de Coriolis ne travaillait pas puisqu'elle est orthogonale à la vitesse. Si vous faites ça, scalaire VDT, dr c'est VDT, vous allez avoir 0. La force de Coriolis ne travaille pas. Et la force centrifuge, je vous ai dit qu'en fait, elle était associée à une énergie potentielle. Donc, on peut appliquer la conservation de l'énergie en ajoutant l'énergie potentielle de centrifuge. Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Alors, on va calculer cette énergie potentielle. Donc, dans un cas simple où vous avez un corps donc, en rotation, un système en rotation à une vitesse angulaire constante oméga, un vecteur de rotation constante, donc direction énorme constante. On a donc la force centrifuge, FC, non, FC, ça fait penser à Coriolis, je l'appelle FE. Donc j'ai un corps qui tourne. On va se mettre en coordonnées cylindriques, d'accord, hein, puisqu'on a un axe privilégié qui est l'axe d'épaule, et puis on a de la rotation autour, donc c'est vraiment les coordonnées naturelles dans ce cas-là. Je crois que j'avais appelé URO, vous préférez l'appeler R peut-être, le vecteur unitaire, je l'avais appelé URO ou UR, je ne sais plus. UR. Donc UR c'est le vecteur axifuge. Si on appelle θ l'angle autour de l'axe, orienté en conformité avec l'orientation de l'axe, on a Uθ comme ceci, et on a Uz comme ça. Alors la force donc centrifuge est égale à m oméga 2 fois, et donc on appelle petit r la distance à l'axe, d'accord, coordonnées cylindriques, puis voilà ce que vaut la force centrifuge. La question, cette force dérive-t-elle d'une énergie potentielle, revient à poser la question, cette force peut-elle s'écrire comme moins le gradient d'une certaine fonction? Donc pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Existe-t-il une fonction qui serait à ce moment-là l'énergie potentielle, dont la force dérive selon la formule F égale moins gradient de P? La réponse est oui, mais on va le montrer, et puis on va voir quelle est cette énergie potentielle. Pour ça, donc, on voit qu'on a besoin de l'expression de l'énergie potentielle en coordonnées cylindriques. Alors, je ne sais plus si on l'avait fait explicitement. Si, je crois que je vous les avais écrites. On l'avait démontré pour les coordonnées cartésiennes. Je crois même qu'on l'avait démontré pour les coordonnées sphériques. Oui, je suis presque sûr. Pour les coordonnées cylindriques, voilà ce que ça donne. Le gradient d'une fonction f, c'est, alors suivant R, ça va être d sur dr f UR. Et puis après les autres, je ne suis jamais totalement sûr, ça on vous les donnera, ne vous inquiétez pas.
Je suis jamais totalement sûr, mais là, si pour les cylindriques, ça doit être assez facile. Peu importe, parce qu'en fait, on va pas en avoir besoin pour notre problème. Mais enfin, on va quand même essayer de les écrire justement. Donc, on a envie d'avoir un df sur dθ, uθ, sauf que vous voyez bien que ça, c'est pas homogène. Donc, il manque une longueur en bas, et si vous faites plus 1 sur r, df sur dθ, ça marche. Et puis l'autre, c'est df sur dz, là c'est standard, c'est un axe cartésien entre guillemets. Disons ça. La direction de uz ne bouge pas. C'est où? En bas à gauche. Merci. Alors, gradient. Ah ben c'est ça. Ok, c'est bon. Vous voyez, c'est assez facile à retrouver en fait. L'axe Z est en quelque sorte cartésien dans les coordonnées cylindriques, c'est-à-dire que sa direction ne change pas avec le point, donc c'est la même formule. Pour R, c'est ce qu'on a envie d'attendre, c'est bien. Et pour θ, évidemment, il suffit de penser à l'homogénéité pour ajouter le 1 sur R en bas. Alors, je vous écoute. Donc, est-il possible qu'une certaine fonction EP vérifie ça égale moins gradient de EP, sachant que le gradient s'écrit comme ça? Donc, si vous voulez, là j'ai écrit gradient de f pour une fonction f quelconque ici. Ouais, c'est pas une force, enfin, c'est un champ scalaire, c'est pas une force. C'est la formule générale. Donc, moins gradient de p, ça vaut moins dep sur dr ur, plus, non, pardon, moins 1 sur r dep sur dθ uθ, moins dep sur dz uz. C'est la digestion, là? Je vous sens un peu endormi, là. C'est la semaine, ouais. Les deux. Il faut digérer la semaine, quoi. Donc, est-il possible que ceci soit égal à cela? Bah, si c'est le cas, il faut que la dérivée de E... Il n'y a pas de composante suivant uθ et uz. Donc, la dérivée de EP suivant uθ doit être nulle. Pardon, la dérivée de EP par rapport à θ doit être nulle, et par rapport à z aussi. Donc, EP ne doit dépendre que de R. Ne dépend pas de θ ni de z. Donc, on a EP de R, et on veut simplement que moins DEP, moins DEP sur DR doit être égal à ça. Donc DEP sur DR doit être égal à moins oméga 2 R. C'est possible ça, non? Ben ouais, il suffit d'intégrer et on trouve EP de R égale, eh bien, moins 1,5 de M oméga 2 R2 plus une constante. On n'est pas surpris de trouver une constante puisque l'énergie potentielle est toujours définie à une constante près. Ce n'est que sa dérivée, ou ses variations, qui a une incidence sur les systèmes physiques puisque la force c'est le gradient, enfin moins le gradient de bien. Alors tant qu'à faire, cette constante, on peut la prendre de telle façon que sur l'axe, l'énergie potentielle soit nulle, auquel cas la constante est nulle. Voilà. Donc il y a effectivement une énergie potentielle associée à la force centrifuge. Et cette énergie potentielle, comme vous le voyez, elle croît comme le rayon vers la distance à l'axe au carré. Elle tend vers l'infini, évidemment. Pardon, vers moins l'infini, bien sûr, à l'infini. Si on représente cette fonction-là, on a quelque chose qui vaut donc 0 par convention ici en R égale 0 et qui décroît là. On retrouve qu'il y a une position d'équilibre sur l'axe vis-à-vis de cette force centrifuge, mais c'est une position d'équilibre instable. Tant que vous êtes sur l'axe, vous ne subissez pas de force, mais dès que vous vous déplacez un peu, alors vous subissez une force qui vous éloigne de l'axe dans la direction où vous êtes déjà parti. Donc c'est effectivement instable. Ouais. L'énergie potentielle en R égale 0 est nulle. Enfin, elle est égale à la constante. Oui.
Enfin, c'est le maximum, R égale 0 est le maximum de l'énergie potentielle. Donc vous avez la force qui, en ce point-là, est nulle, parce que la dérivée de l'énergie potentielle vaut 0. Mais c'est une position d'équilibre instable, c'est un maximum de l'énergie potentielle et pas un minimum. On avait vu ça il y a quelques temps. Yes? Tiens, un petit exercice d'application. Le saut de Newton. Je crois que ça s'appelle comme ça. Newton avait dû s'amuser avec des sauts. Vous prenez un seau avec de l'eau dedans et vous faites tourner suivant un axe, suivant l'axe du seau. Il se passe quoi? Si vous faites tourner un seau avec de l'eau autour d'un axe, autour de son axe en l'occurrence, eh bien vous allez voir que l'eau se met, enfin, l'eau va être repoussée sur le bord. Après vous avez les forces de pression aussi. Mais on a une surface comme ça. Vous savez tous, n'est-ce pas, que la surface, même si on n'a pas revu encore l'hydro, la surface d'un liquide est équipotentielle. On avait vu hier, quand on a fait l'exercice sur le référentiel accéléré, que si vous êtes dans un référentiel en accélération comme ça, que vous avez un aquarium, l'eau va se mettre comme ça, simplement parce que localement, le champ de pesanteur, il devient ça. Si vous ajoutez le champ de gravitation plus le champ associé à la force d'inertie d'entraînement, donc c'est une accélération qui vaut moins l'accélération du récipient, eh bien vous avez quelque chose comme ça. Ici, et donc ça c'est... Enfin oui, bon. Ici, on peut écrire que l'énergie potentielle de pesanteur, si on se met dans le référentiel tournant, n'est-ce pas? L'énergie potentielle de pesanteur, mgz, Z comme ça, et puis R comme ça, on garde les mêmes coordonnées cylindriques. mgz plus l'énergie potentielle associée à la force centrifuge, je suis dans le référentiel tournant, je peux faire tous les raisonnements ordinaires, énergie, etc. Mais il faut que j'ajoute les forces d'inertie. Donc il faut que j'ajoute l'énergie potentielle centrifuge, enfin d'entraînement. Et j'ai donc moins 1,5 de m oméga 2 R2. Ceci doit être égal à une constante. OK? Cette constante, peu importe laquelle, hein, ça dépend d'où on prend l'origine. On peut même dire qu'elle est égale à 0. Et vous voyez que ça fait Z égale m oméga 2 R2 sur 2G. Ben, ça, c'est l'équation d'une parabole. Et vous voyez tout de suite que la surface libre du liquide va être parabolique. OK? Bien. Des questions? Pas de questions? Dans le fond, pas de questions, j'ai l'impression. Décroché là. C'est dur. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'allais dire, enfin, je veux dire, ce sera, vous l'aurez sur la vidéo, hein, si vous. J'attends des actifs. Super abstrait. Ah oui, d'accord. Ça, c'était un exo là, hein, qu'on vient de faire. Bon. Avec un million, avec des numéros. D'accord, d'accord. Bon, ok. Alors on va passer à l'application de la force de Coriolis. Alors j'ai pas des numéros, mais j'ai des exercices. Bon, de toute façon, je crois qu'on a dit l'essentiel là. Ah oui, non, oui. On va retrouver donc exercice numéro n. Quelle est la vitesse angulaire
de rotation d'un satellite en orbite circulaire. Donc, on va prendre un satellite autour de la Terre, satellite en orbite circulaire. De rayon R autour de la Terre. D'accord? Donc exercice N. Un satellite est en orbite circulaire de rayon R autour de la Terre. Déterminez sa vitesse. Alors, déterminer sa vitesse angulaire et sa vitesse. Vitesse angulaire oméga et sa vitesse V. Alors, il faut préciser dans quel référentiel, hein, parce qu'il n'y a pas de vitesse absolue, dans le référentiel géocentrique. Supposé galiléen. Donc c'est le référentiel dans lequel le centre de la Terre est immobile et qui pointe vers des axes fixes. C'est-à-dire que la Terre tourne dans ce référentiel-là à une vitesse angulaire oméga t qui vaut 2π sur la période de rotation. Alors la période de rotation pour un mouvement dans le référentiel géocentrique, ce n'est pas un jour entier, c'est un jour sidéral. Et je crois que c'est... Alors c'est 86 400 secondes, c'est 24 heures, mais ça doit faire 86 164, un truc comme ça, à peu près, enfin, vous vérifiez. Ok. Voilà, alors je vous écoute. Donc on peut traiter, je crois d'ailleurs qu'on l'a déjà fait, on peut traiter le problème dans le référentiel géocentrique en disant qu'il y a un mouvement circulaire uniforme. On connaît du coup l'accélération de ce mouvement et on dit que cette accélération est égale à la somme des forces divisée par m. La force, il n'y en a qu'une, c'est la force de gravitation, et on a le résultat. Mais là, l'idée, c'est un exercice d'application du cours sur la dynamique dans les référentiels non galiléens. Donc on va se mettre dans le référentiel tournant. Première question préliminaire, est-ce que vous pouvez montrer que, en fait, un satellite en orbite circulaire de rayon R a nécessairement une vitesse angulaire constante? Est-ce que vous pouvez montrer qu'un satellite en orbite circulaire a, toutes les orbites circulaires sont en fait des orbites circulaires uniformes? Vous ne pouvez pas tourner autour de la Terre à un rayon constant en changeant de vitesse. C'est le principe de... Oui, mais pourquoi? Si on accélère, de toute façon, si le rayon augmente, la vitesse augmente. La vitesse aussi. Oui, donc vous savez effectivement que la vitesse linéaire est liée au rayon. Donc ça, c'est la loi des airs de Kepler. Hein. Mais comment vous pouvez la démontrer? On l'a fait l'autre fois, de manière générale. Dans le cas d'un mouvement circulaire, c'est presque encore plus facile. Pourquoi après, enfin voilà, imaginez que vous voulez expliquer à un futur élève pourquoi une orbite circulaire est nécessairement uniforme. Vous avez un centre ici,
de l'orbite circulaire autour. On a ici une force qui a une caractéristique très spécifique qu'on a rappelée la dernière fois. C'est une force centrale. Et il y a quelque chose de spécial avec les forces centrales. C'est quoi? Donc la force laquelle est soumise le point M est dirigée suivant UR. C'est un certain truc ici, F qui peut dépendre de... Enfin, en fait, qui peut dépendre du coup que de R, qui est dirigée suivant UR. Ça dépend de la vitesse angulaire. Pardon? Ça dépend de la vitesse angulaire, du coup. La force dépend de la vitesse angulaire? Non, j'en sais rien. Ah si, vous savez. Ça en dépend, ça en dépend pas. Bah, c'est un dépend. La force dépend de la vitesse angulaire. Bah, si on pose l'accélération, on pose la force comme étant égale à m fois et qu'il Oui. est toujours Enfin, Force dépend de l'air, mais la vitesse angulaire dépend de l'air. oui, oui, c'est plutôt ça. Enfin, la force dépend de R. En fait, oui, non, la force ne dépend pas de la vitesse angulaire. Si vous imposez que vous êtes sur une orbite circulaire, alors, comme vous dites, la vitesse angulaire va dépendre de R, et donc il y a un lien entre la force et la vitesse angulaire, mais vous pouvez être, enfin, si vous pouvez être en ce point, vous pouvez passer sur ce point M parce que vous êtes sur cette orbite circulaire, ou bien parce que vous êtes en train de faire un voyage dans l'espace, et vous êtes comme ça, vous avez une certaine vitesse angulaire qui ne va pas être la vitesse angulaire de l'orbite, et vous aurez la même force. Donc la force ne dépend pas de la vitesse angulaire du corps. La force dépend de la distance. Et le point clé, c'est qu'elle est radiale ici. Enfin, on appelle ça une force centrale, c'est-à-dire qu'il y a un point dans la direction duquel la force est toujours dirigée où qu'on se trouve dans l'espace. Ça a une propriété importante, donc je rappelle, mais j'eusse aimé que vous en fussiez souvenu. Ce que ça implique, ça, c'est que le moment cinétique se conserve. C'est quoi le moment cinétique de la particule par rapport au centre privilégié ici? Eh bien, par définition, c'est OM vectoriel MV. Et la variation de ce moment cinétique, c'est la somme des moments des forces au point O. Ici, il n'y a qu'une force, elle est centrale, enfin même s'il y a 20 forces, et si elles sont toutes centrales, ceci fait donc OM vectoriel la force, si vous voulez la somme si vous avez plusieurs forces. La force étant dirigée suivant le rayon, ceci est nul. Donc quand vous avez des forces centrales, quoi qu'il arrive, le moment cinétique va se conserver. Si le moment cinétique se conserve, que vaut le moment cinétique? Bon, là là. D'abord, je refais du coup le petit laïus sur Kepler. Si le moment cinétique se conserve, le mouvement va être plan. Le moment cinétique est toujours orthogonal au plan du mouvement. Le plan du mouvement n'a aucune chance de pouvoir varier puisque le moment cinétique ne varie pas. Le mouvement est plan, vous pouvez mettre en coordonnées polaires dans ce plan-là. Vous avez OM qui vaut R UR. Vous avez V du coup qui vaut R point UR plus R θ point Uθ. Et vous avez donc le moment cinétique qui vaut UR vectoriel UR, ça fait 0. Il reste R2 θ point UR vectoriel Uθ UZ. Le moment cinétique est dirigé évidemment orthogonalement au plan du mouvement. Ça, il faut vraiment que ce soit très très fluide dans votre esprit. Hein. Donc la conservation du moment cinétique, liée au fait que vous avez une force centrale, quelle qu'elle soit, implique la conservation de ceci, R2 θ point. Et donc, si R est constante, c'est la définition d'un cercle, n'est-ce pas? Si R est constante, θ point est constant. Donc la vitesse angulaire ne peut pas varier, parce que R ne peut pas varier, ne varie pas par hypothèse, et que R2 θ point ne peut pas varier parce que vous avez une force centrale.
C'est donc la conservation du moment cinétique qui implique qu'un mouvement circulaire est nécessairement uniforme. Oui. Et la vitesse V, par contre, ça peut varier. La vitesse V, non. Du coup, ne peut pas varier non plus parce que la vitesse V, donc on est toujours sur un cercle, ça c'est V. Ça, du coup, c'est 0 sur un cercle, R point vaut 0. Et donc, la vitesse V, c'est R θ point, c'est R oméga. Oui. Voilà. Donc, si oméga, enfin, R ne variant pas, oméga varie pas, et du coup, V varie pas non plus. Ok. Bien. Alors, ceci étant rappelé, on va se mettre dans le référentiel tournant, et on sait que ce référentiel a un oméga constant, puisque l'orbite est circulaire uniforme, donc à vitesse angulaire constante. Donc, on se met dans le référentiel tournant. Son oméga, c'est justement ce qu'on cherche, mais bon, on se met dans ce référentiel tournant. Je peux même écrire le vecteur rotation qui vaut donc oméga uz, ou u delta, l'axe de rotation de la Terre. Et on va écrire que dans ce référentiel-là, le corps qui est à une distance fixe du centre, puisque c'est un cercle, et à une vitesse angulaire constante autour de la Terre, donc en fait, ce corps tourne à la même vitesse que le référentiel, on se met dans son référentiel. Oui, ça c'est donc égal constant. Ce corps est immobile dans le référentiel tournant. C'est l'idée. Comme il est immobile, il suffit de dire que la somme des forces est nulle. Or, il y a deux forces. La force de gravitation, donc moins G mt m sur R2 UR, plus la force centrifuge, puisqu'on est dans un référentiel non inertiel, non galiléen, si vous voulez. Et cette force centrifuge, c'est donc m oméga 2 R UR. Et cette somme doit être nulle. Ben voilà, c'est fini. Et du coup, c'est un satellite géostationnaire. Ah non! Pas forcément, parce que ce oméga, c'est pas forcément le oméga de la Terre. En fait, pour tout rayon, il y a un certain oméga pour lequel, dans le référentiel tournant à la vitesse angulaire oméga, le corps est au repos. Et après, on verra, si on exige en plus que ce oméga, c'est oméga de la Terre, alors, voilà. Ou alors, on prend avec l'oméga de la Terre, mais il faut considérer qu'il a une vitesse. Enfin, Oui, on peut traiter aussi ce mouvement-là dans le référentiel tournant avec la Terre, auquel cas, à un certain rayon, ce corps va décrire une trajectoire circulaire qui est soit dans un sens positif, si en fait il tourne plus vite angulairement que la Terre, soit négatif s'il tourne moins vite. On peut traiter tous les mouvements dans n'importe quel référentiel. C'est toujours possible, il suffit d'ajouter les bonnes forces d'inertie. Mais il y a des référentiels plus intéressants que d'autres. Donc là, en l'occurrence, autant se mettre dans le référentiel où ce corps est à l'équilibre, comme ça il n'y a pas de dynamique, il est juste au repos, donc c'est somme des forces égale 0. Bon ben voilà, hein, je n'ai pas encore conclu, mais il suffit d'écrire maintenant que oméga égale... oméga égale, donc il y a 1 sur R3 ici, donc G grand MT sur R3, et c'est racine carrée de tout ça. Et donc on retrouve ici la loi de Kepler, j'en avais parlé, en tout cas pour les mouvements circulaires, la loi de Kepler est plus forte que ça, puisqu'elle fait toutes les ellipses possibles, y compris avec des excentricités quelconques, non nulles. Vous avez le demi-grand axe au cube divisé par la période au carré qui vaut 0. C'est ce oméga 2 R, oméga 2 R cube est constant. Enfin, dépend de la masse du corps autour duquel on orbite, bien sûr. Voilà, donc on a répondu à la question. La vitesse angulaire, c'est ça. Et la vitesse, V, c'est R oméga. C'est donc racine de G mt sur R, cette fois. Donc ça, c'était la première question de l'exercice N. Deuxième question. Vous avez des questions là?
Alors on retrouve, encore une fois, le rayon de l'orbite géostationnaire. Si oméga vaut oméga t, ça vous donne R. Moi, j'avais une petite question. Quand on a posé la conservation du moment cinétique, on a mis quoi comme hypothèse? On a dit qu'en gros, toutes les forces étaient incluses dans le même axe. Donc ça... Voilà, on a juste dit que la force ici est proportionnelle, enfin est suivant UR. Ça, c'est UR, enfin RUR. Donc, dès que vous avez uniquement des forces centrales, une seule, 12, 50, répulsive ou attractive, peu importe, si les forces sont centrales, ce moment-là est nul, par conséquent, le moment cinétique va se conserver. Donc, c'est ça la particularité des forces centrales. Tous les mouvements à force centrale, quelle que soit la force, sont des mouvements à moment cinétique constant. Non? En fait, j'ai du mal à voir si les forces n'ont pas la même intensité. Admettons qu'on mette deux forces qui soient orientées dans le même sens, par exemple. Ouais. Même si elles sont centrales, du coup, les deux moments vont s'additionner. Oui, mais chacun va être nul. Ah, d'accord, ouais, parce que c'est orienté selon... Ah ouais, c'est le produit vectoriel qui est nul. D'accord, ok. Voilà. Le sinus de l'angle égale 0. Voilà. OK? Bien, alors, dans le référentiel tournant, pas dans le référentiel tournant, de manière générale, voilà, comparer, au contraire, dans le référentiel géocentrique, comparer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du bloc. Du satellite dans R géocentrique. Deuxièmement, c'est bon ça. Deuxièmement. Ah ouais. C'est pour vous, spécial pour vous. Deuxièmement, voilà. Alors je vous écoute. Ouais, très bonne idée. Alors EC égale. Oui. Jusque-là, ça va. Et que vos V, bon, on l'a écrit là, hein. D'accord? Donc ça fait 1 demi de G MT M sur R. Ah, ça rappelle un petit quelque chose, hein. Ok. Et l'énergie potentielle? Alors, on va prendre, évidemment, l'énergie potentielle est définie à une constante près. Donc, on va prendre la constante habituelle qu'on prend pour l'énergie potentielle de pesanteur, qui consiste à faire en sorte qu'à l'infini, l'énergie potentielle de pesanteur, voilà, à l'infini, l'énergie potentielle est nulle. On pourrait prendre n'importe quoi, mais... Vous vous rappelez l'expression de l'énergie potentielle? Gravitation? Je vous rappelle la force de gravitation. Ça c'est pas trop dur. Moins G M T M sur R2 UR. Ça dérive d'une certaine fonction. Alors on avait vu en sphérique le gradient d'une fonction qui ne dépend que de R. En sphérique, c'était, enfin, d'une fonction comme ça, c'était simplement df sur dr UR. On ne peut pas faire plus simple. Donc on cherche une énergie potentielle telle que la force soit égale à moins le gradient de cette énergie potentielle. Donc moins d de P sur dr, UR, doit être égal à la force de gravitation. On cherche un EP tel que sa dérivée par rapport à R soit donc plus GMT M sur R2, et donc EP égale moins GMT M sur R.
Moins parce que si vous dérivez ça par rapport à R, ça va le moins 1 sur R, ça vous fait du plus 1 sur R2. Mais c'est moins grade de P. Donc c'est bien. Ouais. De toute façon, vous savez que le corps, dans un champ de pesanteur, il veut aller vers R égale 0. Ça tombe vers le centre. C'est pas répulsif, la gravitation. Donc c'est pas une forme en 1 sur R, c'est une forme en moins 1 sur R. All right? Donc comparer l'une à l'autre, ça va ça, non? EC égale moins EP sur 2. Et voilà. C'est pas beau ça? C'est pas mal. EC égale moins EP sur 2. Et vous voyez que ceci est vrai, quelle que soit l'orbite circulaire. C'est une caractéristique des orbites circulaires gravitationnelles. Quel que soit son rayon, quelle que soit sa vitesse et sa vitesse angulaire, si elle est circulaire, EC vaut moins EP sur 2. En ayant pris donc P égale 0 à l'infini. C'est pas mal de l'avoir vu, je ne dis pas de l'apprendre, mais la prochaine fois que vous tomberez dessus, vous direz « Ah oui, oui, ça me rappelle quelque chose, c'est bon ». On y reviendra dans la deuxième partie quand on fera les mouvements à deux corps, parce qu'il faut quand même que je fasse les orbites gravitationnelles. Ok. Alors, exercice N+1. Calculer au premier ordre, je vais commenter un tout petit peu ce que ça veut dire. Calculer au premier ordre l'effet de la force de Coriolis sur le point de chute d'un corps lâché sans vitesse initiale depuis une hauteur grand H dans un champ de pesanteur dans le champ de pesanteur terrestre supposé uniforme d'accélération G égale moins G UZ. Voilà un énoncé en bonne et due forme. Alors oui, c'est quoi au premier rang? C'est une bonne question et la réponse ne va pas être méga précise, mais on va... Vous allez comprendre, enfin j'espère que vous allez comprendre ce qu'on peut entendre par là. Donc vous avez... On se met donc dans le référentiel terrestre qui tourne avec la Terre, là pour le coup. On a la verticale. Donc la verticale est déjà définie, enfin c'est UZ. Donc ça prend déjà en compte la force centrifuge. Donc, et comme le champ de pesanteur est supposé uniforme, la force centrifuge ne va pas varier ni G ni... Enfin bon, le champ de pesanteur est uniforme. Donc on va juste prendre en compte le fait que la Terre tourne sur elle-même, et donc c'est un référentiel non galiléen. Il y a une force centrifuge, elle est déjà prise en compte dans G, okay, c'est la
définition de la verticale. Et en plus, il va y avoir une force de Coriolis, bien sûr. Donc on lâche un corps d'une hauteur petit h, grand h, grand h, corps de masse m. C'est pas précisé dans l'énoncé, mais tous les corps, quelle que soit leur masse, se comportent de la même façon. Bon. Si on néglige la force de Coriolis, le mouvement du corps, on le connaît. Chute libre sans vitesse initiale, ça va. Si il y a la force, enfin si on prend en compte la rotation de la Terre et donc on cherche à évaluer l'effet de la force de Coriolis, qu'est-ce qui se passe? Allons-y, donc on va prendre un instant en particulier, un instant t, où le corps se trouve à l'altitude z, donc ça c'est z, on prend le 0 en bas tant qu'à faire. Le corps est à l'altitude z, donc un instant t à l'altitude z, et il a une vitesse v. Qui est-ce qu'elle est? Et donc il s'applique sur ce corps deux forces. Le poids, P égale mg, c'est-à-dire moins mguz, mg, bon, c'est le poids, et la force de Coriolis, qui vaut Fc égale moins 2m oméga de la Terre vectorielle V. Yes. Ok. Prenons un exemple. V est vertical vers le bas. Exemple. Oméga 1. L'énoncé n'est pas en bonne et due forme. Dans le champ de pesanteur terrestre supposé uniforme 1, à la latitude lambda. Là, elle est en bonne et due forme. Ouais. La Terre, l'axe de rotation, l'axe des pôles, rotation sur elle-même, latitude lambda. Le corps est là. Donc quand on dit qu'il se déplace, alors allez, on va... Ok, on va négliger la force centrifuge, on va dire que c'est quasiment la même... on se met... Ouais, on peut se mettre à l'équateur sinon. Allez, on va dire grosso modo que le poids, il est dans la direction, c'est-à-dire l'axe Z, il va vers le centre de la Terre, grosso modo, c'est-à-dire il est un petit peu décalé, on l'a vu avant, je néglige ça pour l'instant, ce serait pas compliqué de l'ajouter, ce serait juste, il y aurait des expressions qui sont moins agréables, peu importe. Donc, on a cette verticale ici, donc UZ est comme ceci. D'accord. Quel est l'effet de la force de Coriolis? Il suffit de l'écrire. Oméga, donc si V est vertical vers le bas, enfin vers le centre de la Terre, oméga vectoriel V, ça sort du tableau. Oméga vectoriel V. Mais la force centrifuge, c'est moins oméga vectoriel V, enfin, moins 2m oméga vectoriel V. Donc ça rentre dans le tableau. Voilà la force, j'ai dit centrifuge, ouais, je suis fatigué. Coriolis, je sais même plus ce que j'ai dit. Bref. Donc vous voyez que l'effet de cette force va pousser le corps vers l'arrière ici. Et l'arrière là-bas, c'est l'est ou c'est l'ouest? Ne répondez pas est parce que vous savez que la déviation est vers l'est. Regardez la figure et dites-moi si c'est l'est ou l'ouest. Si vous êtes là, que vous regardez le nord par là c'est effectivement l'est.
La Terre, si l'axe des pôles est orienté comme ça, la Terre tourne comme ça, et donc on va voir le Soleil là-bas, par là-bas. Si on est dans la nuit là, le Soleil est derrière, on va voir se lever à l'est. Oui? Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui crée aussi les courants océaniques. C'est ce qui crée aussi les courants océaniques. oui, on va voir après sur les mouvements horizontaux. Donc sur un mouvement vertical comme ceci, effectivement, on voit que la force va vers l'est. Alors, tout est là et je voulais faire aussi cet exercice pour vous parler de ce qu'on appelle C'est un mouvement purement vers l'est. qu'on peut appeler. Oui, si par hypothèse la vitesse est verticale vers le centre de la Terre, alors c'est pas tout à fait parce qu'il y a la force centrifuge, mais si le mouvement, en fait, si la vitesse est suivant moins UR en coordonnées sphériques, moins UR vectoriel UZ, là, c'est exactement Uθ. Enfin, U phi en coordonnées sphériques. Bon. Ça dépend comment on appelle les coordonnées, mais bon, ouais, c'est purement vers l'est. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par au premier ordre? C'est un point vraiment important, là, en fait, qui est un tout petit peu subtil. Mais vous qui faites de la chimie, vous ne devriez pas avoir de problème avec ça. Quel rapport, on va voir dans une seconde. Si on néglige la force de Coriolis, ce qu'on fait en général, mais si on néglige la force de Coriolis, le mouvement du corps, il est vertical vers le bas. Mais ce qu'on voit, c'est que du coup, s'il y a une vitesse verticale vers le bas, en fait, la force de Coriolis introduit une composante de la vitesse vers l'est. Du coup, s'il y a une force qui pousse le corps vers l'est, eh ben, il va y aller, hein, en partie. Il va y avoir une composition de mouvement, et une force qui pousse vers le bas, une force qui pousse vers l'est, eh ben, il va faire un truc comme ça. Mais du coup, dès qu'il a commencé à aller vers l'est, c'est plus vrai que sa vitesse est verticale. À ce moment-là, il commence à avoir une composante de la vitesse qui est horizontale, vers l'est. Mais du coup, cette nouvelle vitesse, cette composante de la vitesse, eh ben, elle va entraîner une nouvelle force de Coriolis. Si j'appelle x la direction de l'est, à un instant donné, le corps va avoir pour vitesse Vx ux plus Vy y plus Vz uz. Ça, c'est juste, j'écris dans la base Vx, y, z, composant de la vitesse. Si on néglige la force de Coriolis, il n'y a qu'un Vz. Mais s'il y a un Vz, alors la force de Coriolis va mettre une accélération suivant x, puisque la force c'est m fois l'accélération, donc il va y avoir un x de point qui vaut ça. Enfin, mx de point vaudra ça. Donc il va y avoir une vitesse suivant x. Et s'il y a une vitesse suivant x, quelle est l'action de la force de Coriolis sur cette vitesse? Eh bien, je ne sais pas comment on l'appelait, cette composante. Enfin bref, si vous faites ça, vectoriel ça, ben on va le faire. Tiens. La vraie force de Coriolis, c'est quoi? C'est moins 2m oméga uz ou u delta, enfin, non, c'est pas z justement, non, c'est u delta, l'axe d'épaule de la Terre, vectoriel, vx ux plus vy uy plus vz uz. Ouais. On a vu que u delta vectoriel uz, c'était on l'a vu un peu avec les mains. U delta vectoriel uz. En fait, c'est simple. On va écrire U delta. Que vaut U delta dans la base UX, UY, UZ? UZ est comme ça. UX est comme ça. Et UY, du coup, est comme ça. Alors, c'est dans quel sens? C'est vers le nord. X, Y, Z. C'est vers le nord.
voyez ce repère cartésien orthonormé, UX, UY, UZ. Tout le monde? C'est bon? UX vers l'est, UY vers le nord, UZ vertical. Donc que vaut oméga? C'est-à-dire l'axe, enfin oméga vaut grand oméga, la vitesse angulaire de la Terre, fois U delta, et U delta vaut, mais il suffit de le lire là, hein. C'est ce vecteur-là, vous voyez qu'il a suivant UX aucune composante, il a suivant UZ la composante cos de cet angle-là, et cet angle-là, c'est pi sur 2 moins celui-là, lambda est ici en fait. Lambda est là. Lambda est celui-là, donc cette composante-là, c'est sinus de lambda, et celle-là, c'est cos de lambda. Donc c'est cos de lambda UY plus sin de lambda UZ. Par conséquent, la force de Coriolis vaut, je leur écris, je peux effacer l'énoncé? Oui. La force de Coriolis vaut moins 2m oméga de la Terre, facteur 2 cos lambda UY plus sin lambda UZ vectoriel Vx Ux plus Vy Vy plus Vz UZ. Je développe ce produit vectoriel et j'obtiens moins 2m oméga t. Alors, Uy vectoriel Ux, Uy vectoriel Ux, c'est moins Uz. Donc, moins Vx cos lambda Uz. Uy vectoriel Uy, c'est 0. Uy vectoriel Uz. Uy vectoriel Uz, c'est Ux. Plus Vz cos lambda Ux. Plus, là j'ai fait le premier terme, le deuxième c'est Uz vectoriel Ux. Uz vectoriel Ux c'est Uy, donc plus sin lambda Vx Uy. Plus Uz vectoriel Uy. Uz vectoriel Uy, c'est moins Ux, moins Vy sin lambda Vx, et Uz vectoriel Uz, c'est 0. Donc voilà la vraie expression de la force de Coriolis si je fais aucune hypothèse sur la vitesse. Et comme il y a cette force, je ne peux plus supposer que le corps a simplement une vitesse verticale. S'il n'y a que Vz, alors ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0. Mais du coup, il y a une force de Coriolis qui est suivant Ux. Et donc, il va y avoir une vitesse suivant Ux. Donc, donc Vx ne sera plus nul. Et donc, il y aura aussi une composante de la vitesse suivant Z, de la force de Coriolis suivant Z et suivant Uy. Bref, la force de Coriolis va complètement modifier la vitesse. Évidemment, c'est une force. Donc, si je veux écrire entièrement le problème, j'écris m dv sur dt égale moins mg uz plus tout ça. Et on y va. Et ça, c'est pas forcément évident à résoudre. Ce sont en fait trois équations à trois inconnus, x, y et z. Avec chacun donc une vitesse associée, x point, y point, z point, une accélération x2 point, y2 point, z2 point. Okay. Donc que veut dire au premier rang? Eh bien au premier rang, ça veut dire, en fait, si on fait un petit calcul d'ordre de grandeur, ce qu'on va faire, on va voir que la force de Coriolis n'a pas un effet énorme quand même, ça dévie vers l'est mais pas tant que ça. Et comme ça ne dévie pas beaucoup vers l'est, ben la vitesse, elle ne sera pas verticale, bien sûr, mais pas loin. Et donc l'idée, ça va être de prendre la solution
qu'on connaît bien, qui est la solution de la chute libre sans vitesse initiale dans un champ de pesanteur G, comme s'il n'y avait pas de force de Coriolis, et calculer la force de Coriolis avec cette vitesse-là. Ce ne sera pas tout à fait juste, puisque dès que la force de Coriolis agit, c'est plus la bonne vitesse. Mais si ça bouge, si ça modifie peu la vitesse, eh bien la vitesse à l'ordre 0, c'est-à-dire en négligeant complètement la force de Coriolis, va pas être très loin de la vitesse à l'ordre 1, en prenant donc simplement la correction de la force de Coriolis calculée à partir de la vitesse sans force de Coriolis sur cette vitesse. Je vais le réécrire mieux. La phrase n'était peut-être pas super simple à suivre. Je ne crois pas qu'elle ait été fausse, mais... je vais me mettre où? Là. Mais je ne sais pas trop quoi effacer. Là. Non, pour l'instant, j'efface rien. Est-ce que vous avez des questions? Si maintenant je vous lâche là et je vous dis, allez, maintenant finissez l'exo, on a fait l'essentiel. Non? Vous voyez comment faire là? Non, vous n'y êtes pas encore. Hein. Là, on a un système différentiel. On a une équation qui en est 3 en fait, effectivement. Ouais, oui, c'est un système d'équations différentielles. On peut la poser et vous allez avoir donc mx de point égale, vous prenez ce qu'il y a là-dessus sur x, mx de point vaut moins 2m oméga t z point cos lambda plus y point sin lambda, et puis pareil pour les autres. Et effectivement, donc c'est un système de 3 équations différentielles, mais couplées. C'est un peu compliqué, si ça se trouve, c'est même pas soluble analytiquement. En fait, je pense que c'est pas vraiment soluble analytiquement, d'ailleurs, avec des fonctions x. Je ne suis pas certain de ça, mais je serais surpris. Je serais surpris que ce soit en vérité. Du coup, on parle de la solution particulière. Alors, du coup, on part de la solution qu'on appelle à l'ordre 0. Je vais écrire ça là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur d'avoir besoin de tout. Bah, peut-être c'est ça, ça dont j'ai moins besoin. Donc, à l'ordre 0, ordre 0, Coriolis totalement négligé. La force de Coriolis négligée. C'est ça l'ordre 0. En fait, juste l'appellation ordre 0, ordre 1, ordre 2 vous suggère qu'on a affaire à des petites modifications, donc ça vous fait penser au développement limité ou des choses comme ça. Vous avez une petite perturbation, c'est comme quand vous faites f de x0 plus epsilon, eh bien ça fait, à l'ordre 0 c'est f de x0, et puis à l'ordre 1, bah, ça fait plus epsilon fois f' de x0, comme vous savez. Bon, je fasse ça finalement. D'accord? Ça, c'est le développement limité à l'ordre 1. À l'ordre 2, bah, ça va être plus epsilon carré sur 2 fois f seconde de x0. Vous connaissez tous ce développement de Taylor. Donc l'ordre 0, c'est bah, en négligeant complètement la modification, la perturbation. À l'ordre 1, c'est que vous prenez simplement... l'ordre 1, c'est ce terme-là, qui est proportionnel à epsilon. Donc de l'ordre de la modification. Ça, c'est l'ordre 0. Ça, c'est l'ordre 1, c'est-à-dire c'est l'ordre de la modification. Ça, c'est l'ordre 2, c'est-à-dire c'est de l'ordre de la modification au carré, en epsilon carré. Etc., etc. À l'ordre 3, ça va être le terme en epsilon cube. Donc, l'idée, c'est qu'on va traiter la force de Coriolis comme une petite perturbation, parce qu'elle n'est quand même pas si grande. Et on va le faire tout de suite. C'est quoi l'ordre de grandeur de la force de Coriolis? Donc, ou de l'accélération de Coriolis, qu'on va comparer du coup avec... Alors, l'ordre 0, c'est l'accélération de la pesanteur. Ça, c'est genre 10 mètres par seconde, carré.
l'accélération de Coriolis, c'est 2 oméga t fois la vitesse. Alors ça dépend de la vitesse. Quelle est la vitesse maximale que le corps atteint dans sa chute libre d'une hauteur grand H? C'est la vitesse qu'il a quand il arrive au sol. Et cette vitesse, c'est chute libre sans vitesse initiale. Ouais, c'est mgh égale 1,5 de mv2. Hein, c'est toute l'énergie potentielle de pesanteur passe dans l'énergie cinétique. Donc en fait, cette vitesse max ici, c'est 2gh racine. Si vous laissez le corps tomber, même on va dire d'une hauteur de 100 mètres, 100 mètres, G, ça fait combien G? G, c'est 10, allez. Donc ça fait 1000, donc ça fait 2000. Donc la vitesse max, racine de 2000, c'est 10 fois racine de 100, 10 fois racine de 20, et racine de 20, c'est moins que 5, et c'est plus que 4. Bon, 4,5, donc, je sais pas, 45 mètres par seconde, enfin un peu moins, enfin bon, bref, peu importe, d'accord, c'est l'ordre de grandeur. Donc en gros, même si un corps qui chute une hauteur de 100 mètres, on a même négligé les frottements, il n'ira jamais plus vite que 45 mètres par seconde. D'accord ? Du coup, quelle est la force? Quelle est la force maximale qu'il va subir? En plus, là, il y a un sinus de lambda. Bon, mais peu importe, c'est l'ordre de grandeur. Oméga t, c'est quoi oméga t? On a dit que c'était 2pi sur 86 164. Allez, 86 000. Donc, allez, 6 divisé par 86 000. Ça, c'est plus petit que 10-4. Radians par seconde. Donc oméga fois V, ça fait combien? Ça fait, allez, 4 10 moins 3 mètres seconde moins 2. Donc l'accélération de Coriolis, j'ai dit moins 2, si, non c'est ça, 4 10 moins 3 mètres par seconde carré. Donc, l'accélération de Coriolis, elle est à peu près 10 000 fois plus petite. Elle est plus de 10 000 fois plus petite que l'accélération de la pesanteur. D'accord? Donc, dans ce cadre de pensée, le epsilon, là, la modification à l'action principale, qui est quand même l'action du poids, elle est très très faible, elle est de l'ordre de 10-4. D'accord? Cette modification est donc de l'ordre de 10-4. Il est parfaitement justifié de dire que ça va changer les choses, et c'est ça qu'on veut calculer, mais ça ne va pas changer beaucoup. Donc, on va simplement travailler au premier ordre. On va faire comme si la chute était bien verticale, donc ça c'est l'ordre 0, et on regarde l'effet de la modification sur cet ordre 0. Donc on va calculer la force de Coriolis comme si la vitesse du corps était effectivement le VZ habituel, c'est-à-dire le Z point là. Donc VZ, c'est Z point UZ, et ça vaut quoi? Donc ça vaut, pour un corps en chute libre, ça vaut moins GT UZ. Ça, c'est à l'ordre 0. Voilà ce qu'on trouverait s'il n'y avait pas de force de Coriolis. Ok? C'est un petit peu subtil ce que je raconte là, je reconnais, mais c'est important aussi. Si vous avez en tête ceci, que la valeur d'une fonction autour d'un point au premier ordre, enfin à l'ordre 0, c'est la valeur de la fonction en ce point-là. Au premier ordre, eh ben, vous modifiez un peu, et la modification c'est la dérivée. Puis vous pouvez encore voir la modification à l'ordre d'au-dessus. Mais à chaque fois, évidemment,
Si ça c'est 10 moins 4, là, dans notre cas, la modification elle est 10 moins 4. Ça c'est 10 moins 8. Donc il faudrait vraiment que ça, ce soit énorme pour que ça fasse une différence notable. C'est ça qui justifie qu'on puisse s'en tenir souvent au premier ordre, parce que vous regardez une petite perturbation à quelque chose qui est important. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ouais. C'est bon? Ouais. Est-ce que si vous écoutiez, ce serait bon? Vous ne pouvez pas savoir. Non, mais, donc c'est bon, j'y vais. Donc on va procéder maintenant au calcul de la déviation vers l'est. Donc au premier ordre, comme indiqué. Je crois que j'ai effacé exactement ce que je voulais pas effacer, bravo. La force de Coriolis, donc au premier ordre, je vais la noter 1 comme ça. Ça vaut, c'était ce qu'il y avait là. Alors je vais vous demander de me dicter ce que j'avais écrit. Donc je cherche la composante. J'avais écrit quoi là? Là il y avait cos lambda ux plus Vx sinus lambda y. Ok. Non, c'est pas fini. Ah. Vy sinus lambda y. Moins Vy sinus lambda ux. Donc je vais essayer, donc là moins Vy sinus lambda ux, ouais. Et là, il y avait plus un truc en Y qui valait, pardon? Vx sinus lambda. Ça, c'est la force de Coriolis complète? Ok. Alors, regardez ce qui se passe. Ça, c'est la force de Coriolis calculée en toute rigueur. J'ai rien supposé, j'ai rien négligé. J'ai écrit simplement à partir des composantes Vx, Vy, Vz de la vitesse, ce que vaut la force de Coriolis. Et maintenant, je vais implémenter le côté premier ordre. À l'ordre 0, Vx vaut 0, Vz vaut moins Gt, Vy vaut 0 et Vx vaut 0. À l'ordre 0. C'est-à-dire pour la solution non modifiée, qui néglige complètement la force de Coriolis, donc variation. À l'ordre 0, on a ça. Du coup, que vaut la force à l'ordre 0 ? Fc à l'ordre 0, c'est, j'ai que ce terme qui n'est pas nul. J'ai donc moins 2 oméga t fois moins gt, donc plus ici gt, cos lambda, ux. Ok ? Ceci est la force de Coriolis à l'ordre 0. Et c'est cette force que je vais utiliser pour calculer la déviation vers l'est à l'ordre 1. Si donc je projette l'équation fondamentale de la dynamique sur l'axe x maintenant, je vais avoir petit m x de point, donc là je mets RFD scalaire ux, c'est comme ça que j'obtiens l'équation que j'écris maintenant, mx de point est égal à la somme des forces suivant x, alors le poids, pas de composante suivant x, il y a cette force-là, qui vaut donc 2 m oméga z g t cos lambda ux. Enfin, ux, j'ai projeté sur ux, donc j'ai ça. Voilà. J'ai donc, je simplifie là directement par m, à gauche et à droite. Voilà. J'ai x de point qui vaut ça. D'accord ? Et vous voyez que l'accélération dépend du temps, et même proportionnelle au temps. Pourquoi ? Parce que la force de Coriolis est proportionnelle à la vitesse. Et la vitesse augmente avec le temps. Parce que le corps est en chute libre, la vitesse est de plus en plus grande.
Donc la force est de plus en plus grande, et la force, c'est l'accélération, à la masse près. Donc l'accélération est proportionnelle au temps. Mais cette fonction s'intègre très facilement. C'est juste une constante fois le temps. Donc si j'ai x de points, eh bien j'ai x points qui vaut... Alors j'intègre ça, t ça s'intègre en 1/2 de t2, donc ça fait oméga... C'est quoi ce z là? C'est un vieux truc qui traînait? Ah non, c'est oméga grand t, c'est la Terre. Je sais pas à quel moment j'ai transformé le z en t, excusez-moi. Donc ça fait oméga de la Terre, g, t2, cos lambda. Voilà donc la vitesse suivant x à chaque instant. Et par conséquent, le x de t ici, c'est oméga t, g, pardon, c'est 1/3 de oméga t, g, cos lambda, t cube. Voilà le mouvement vers l'est du corps. X de t égale 1/3 de oméga t, g, cos lambda, t cube. Ok? Et donc, si j'ai une chute d'une hauteur de 100 mètres, j'avais donné une hauteur dans... Non, j'avais dit grand H. Pendant ce temps-là, évidemment, on a z qui vaut grand H moins 1/2 de gt2. Standard. À l'ordre 0, non modifié. Comme s'il n'y avait pas de force de Coriolis. Par conséquent, à quel instant atteint-on le sol? On atteint le sol à t égale, quand z égale 0, c'est-à-dire racine de 2h sur g. Standard. Quelle sera donc la distance parcourue dans la direction de l'est lorsqu'on va toucher le sol? Il suffit de remplacer ce t là-dedans. Pour répondre donc à la question de l'exercice, déviation vers l'est à l'ordre 1, bien sûr. Déviation vers l'est à l'ordre 1, eh bien c'est grand X égale X de t égale racine de 2h sur g égale 1/3 de oméga de la Terre g cos lambda fois ça au cube, donc 2h sur g puissance 3,5. Voilà. On va vérifier l'homogénéité quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de calculs, on a pu facilement oublier un truc, on ne sait jamais. Ça, c'est censé être une longueur, d'accord? Alors ça, c'est une accélération, donc c'est des mètres par seconde carré. Ça, c'est des par seconde. Donc ça, tout ça, c'est des mètres par seconde au cube. Et là, on a des mètres puissance... Oméga, c'est en quoi? Pardon? Oméga, déjà, c'est en quoi? Oméga, c'est des radians par seconde. Donc c'est juste des par seconde. C'est l'inverse du temps. C'est 2π sur t, la période du mouvement. H sur G, c'est des mètres divisé par des mètres par seconde carré. Donc H sur G, c'est des secondes carrées. Puissance 3,5, ça fait bien des secondes au cube. Fois les secondes moins 3, on a des mètres, on est content. On a pu se tromper, mais probablement, enfin, en tout cas, c'est pas débile. All right. Eh bien, on va faire une application numérique. Et l'application numérique nous donne, alors on va prendre grand H égale 100 mètres, G égale 10 mètres par seconde carré,
Oméga t, on a dit donc que ça valait 2pi divisé par 86 164. Allez, à vos calculettes. Allez, on peut le faire. Petit calcul. 100 divisé par 10. Lambda, c'est 49. Ah, et lambda, c'est 49 degrés, voilà, à Paris. Allez, qui a du courage? Ne sortez pas un chiffre au hasard, hein, je connais à peu près l'ordre de grandeur. C'est une longueur, hein, donc a priori. 12 mètres, vous avez trouvé 12? Il a calculé de tête. Ah ouais, d'accord. Ouais. 12 mètres, ce serait énorme. Hein. Alors non, c'est intéressant. Si on trouve 12 mètres, ça veut dire que le premier ordre ne va vraiment pas suffire pour le calcul. Parce que je vous rappelle que pour faire ce calcul, on a supposé que la vitesse était en fait tout le temps verticale. Le mouvement n'était pas trop perturbé. Si en 100 mètres, on s'est déplacé de 12 mètres, c'est quand même là, sur la fin, ça ne devait pas être super bien, quoi. C'est pas si mal, hein. Après tout, 10% c'est déjà bien, parce que si le premier ordre est en 10%, le deuxième ordre serait à 1% seulement, hein. 0,10 fois 0,10. 7,1 fois 10 moins 3. 7,1 fois 10 moins 3. C'est un peu petit ça par contre. Je dirais 30 cm. Qui dit mieux? Et vous? Donc ça fait 1,4 cm, vous avez vous. Alors vous avez. Alors il y a ceux qui ont. Donc, Oui, pardon. à vous aussi? En centimètres. Ah! Donc là il y a 3 calculettes plus une tête et il y a 4 trucs différents. C'est pourtant pas. Bon allez. 7 mm, c'est en fait 7 mm. Parce que c'est des 7,3 mètres. Je mets donc 7 mm. 7 mm, ouais. Mais bon, de toute façon c'est différent des autres. 0,1 mm maintenant. Ah donc la même calculatrice opérée par la même personne peut donner 2 résultats différents suivant le... Non, c'est la même chose. Ah, 1,4 fois 10 1,4 fois 10 moins 4, mais vous c'est fois 10 moins 2. Il y a juste un facteur 100. Bon, on va au moins le faire. Alors, ça c'est combien? 2pi sur 86 164, vous pouvez le trouver ça. Moi j'ai vérifié que c'était en degrés. Fois 100 degrés. Alors, ça c'est combien là? 2pi, ça fait à peu près 10 moins 4, mais combien exactement? Qui peut donner radian? Hein? D'accord. D'accord. Bon, on est d'accord avec vous finalement. 7,27 fois 10 moins 5. Moi j'ai du 10 moins 3. Non plus. 2pi divisé par 86 000. Ah ça. Oui. Ah oui, pardon. Ça c'est combien? Redis. 7,3 globalement fois 10 moins 5. Ok. Non, c'est non. 2h sur G, ça fait 200 sur 10, ça fait 20. 20 puissance 3,5, c'est combien? Allez. 89,44. Combien? 89? 0,44. Allez, 90. Cos de lambda. Ouah. Même si on mettait 1,5, ce serait pas mal. Hein. Enfin, 0,65. ouais. 66 même. 0,66, c'est 2 tiers, ça. 2 tiers, 10, bon allez, donc tout ça c'est 6,6, 1 tiers, donc ça fait 2,2. Ça, on a dit que c'était 90 fois 7,3.
10 moins 5. Quand tu parles de radian, tous les coefficients supérieurs, je compte à gauche sont radians. Pourquoi 90? Mais oméga, c'est indépendant de ça. Non, non. Non, déjà, il faut faire 7 10 moins. 7,3 10 moins. 90, c'est Divisé par 3 déjà. Oui, non, ça c'est celui-là. Donc là, ça c'est le 2,2. Cos lambda 0,66 x 10, 6,6 divisé par 3, 2,2. D'accord. Fois les 90 de là, fois lui. Donc c'est ça. 90 fois 2,2 fois 7,3 10,5. 14 Centimètres. Ouais, Non, non, 14, 1,4 10-2. Oui. C'est ça. Donc bon, allez, on est d'accord cette fois. 1,4 cm. Moi je me souvenais à peu près 2 cm, mais donc ça c'est bon. Ouais, c'est ça. Bon, c'est laborieux, hein? Ok, donc 1 cm sur 100 mètres, enfin, ou 2 cm sur 100 mètres, c'est vraiment négligeable. Enfin, c'est pas négligeable, voilà, ça fait ça. Mais ça justifie pleinement qu'on s'arrête au premier ordre dans le calcul de la perturbation apportée au mouvement sans force de Coriolis par la force de Coriolis. Je suppose qu'on a intérêt à faire une pause là, non? Oui. C'est chaud. Ouais. Ça fait déjà 1h05.